Je suis très heureuse d'être avec vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est mercredi et la formule est consacrée. Mercredi, c'est WebPress. Aujourd'hui, je suis avec des excellents confrères. Nous allons parler des expulsions de nos compatriotes du Congo-Brazzaville. Ça continue. Donc, sous plusieurs angles aujourd'hui, nous allons essayer de débattre de cela. Je suis avec Faye Nico Mbikai, Top Média. Bonjour Faye. Bonjour Estimé. En tout cas, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et Gérard Lemba, journaliste indépendant. Très heureuse Gérard. Merci. Voilà, et je termine avec quelqu'un qui nous vient de l'Italie. Et comme je vous dis, WebPress est suivi partout dans le monde. Alors, coup de chapeau à Shabani Record parce qu'elle nous permet vraiment à ce que notre voix soit exportée ailleurs. Et bien, il nous vient de l'Italie. Il travaille dans un quotidien, ou dans deux quotidiens d'ailleurs, pour être plus précis, le Giorno et Pavia in Tasca. Donc, bonjour Paul Bakolongoy. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue, voilà, et bienvenue chez toi. Alors, nous allons parler des expulsés de Congo-Brazzaville, mais permettez, aujourd'hui, je vais me focaliser un peu par rapport à Paul. Nous allons prendre un peu l'accent sur le plan international. Vous êtes en Italie, on sait que l'Italie est la porte ouverte. Hein. Là où il y a des expulsés, on voit Lampedusa, il y a des millions d'expulsés qui viennent par jour. Alors, je voudrais savoir un peu comment est-ce que l'Italie gère cette masse de population qui arrive à Lampedusa. Est-ce qu'on les refoule en masse aussi comme ça dès qu'ils arrivent? En tout cas, merci pour la question parce que c'est vraiment savoir beaucoup avec ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, je dois dire qu'en Italie, il y a une chose qui est certaine, c'est que à travers la marine militaire, les gens qui arrivent à la frontière de Lampedusa, parce que comme vous avez justement souligné, Lampedusa c'est la porte d'entrée pour l'Europe. Alors il y a eu un projet européen sur lequel l'Italie d'ailleurs est en train de miser beaucoup, parce que si c'est au niveau européen, on arrive à résoudre le problème, sinon ça n'arriverait pas. Alors la marine militaire essaye de prendre en charge ces gens qui arrivent et ils sont placés dans un centre. À un premier moment, ils sont placés dans un centre. Et c'est, disons, un centre d'identification. On essaye de savoir qui est qui et surtout qui a droit à la demande d'asile politique, parce qu'il y a des Syriens qui arrivent, il y a des Libyens qui arrivent, il y a des Soudanais qui arrivent, donc ils arrivent un peu de partout. Alors, c'est-à-dire, après cette première étape d'identification, maintenant, les gens qui n'ont pas droit, disons, ceux qui normalement devaient être expulsés, ont 3 mois d'hébergement dans ce centre. Et il n'existe pas, en tout cas ça n'existe pas qu'on prenne des gens comme ça en masse, les mettre dans un avion et les renvoyer chez eux, voilà, surtout pas Paul, en bateau. Ça, c'est sûr. Paul Bako, vous êtes, ça fait des années que vous êtes là-bas en Italie. Il y a aussi des sans-papiers en Italie. Ah, bien sûr qu'il y a des sans-papiers. Alors, quelle est la procédure que l'on fait en Italie, par exemple, pour expulser ceux qui sont sans-papiers? Alors, la première des choses, c'est quand la police en route ou bien pour une infraction arrête quelqu'un, la première des choses, c'est qu'ils essaient d'identifier d'abord sa nationalité d'origine. Parce que le gros problème maintenant en Europe, étant donné qu'il y a la libre circulation de beaucoup de pays, parce on parle plus de l'Europe de 13, mais on parle maintenant de l'Europe de 27 pays. Donc, il y a cette libre circulation. La première des choses, c'est d'essayer d'identifier et de savoir la nationalité de ces gens. Et la police, une fois qu'il a identifié la personne, il y a en principe 2 jours, je dirais pas de prison, mais parce qu'ils sont là au commissariat, ils sont là, et viennent accompagner à la frontière d'entrée. C'est-à-dire, on vous demande, si vous êtes croate, on vous amène à la frontière plus proche de votre pays. Et on vous laisse en charge à la police. Quel est le traitement qu'on leur afflige? En tout cas, pour un sans-papier, à part l'expulsion et quelques jours de détention, disons, pour essayer de savoir qui vous êtes, on n'a pas d'autres procédés. Voilà, nous prenons maintenant le volet jumelage. Vous vous occupez aussi de jumelage en Italie. Oui. Et on sait aujourd'hui que Brazzaville et Kinshasa sont jumelés, sont des villes jumelées. Est-ce qu'il y a-t-il des avantages pour des villes jumelées aujourd'hui? Est-ce que Brazzaville, par exemple, et Kinshasa, qu'est-ce qu'ils ont de particulier quand elles sont jumelées? Alors, disons que d'abord, il faut voir un peu les papiers pour comprendre comment est né ce jumelage. Parce que, en principe, 2 villes... Parce qu'on est peut-être les 2 villes les plus voilà, riches je du peux monde, dire que déjà, il y a... Enfin, je n'ai pas les papiers sur moi, mais je peux déjà imaginer, il y a le fleuve qui unit les deux villes, donc Kinshasa et Brazzaville. Il y a une langue
qui les unit aussi, peut-être deux, il y a le Lingala, il y a le Kikongo, etc. Ça peut déjà donner quelque chose. Il y a peut-être une partie de l'histoire, c'est-à-dire il faut essayer un peu de voir pourquoi ils ont fait pourquoi ils ont signé cet accord. Et ce jumelage, sans t'interrompre, c'est la commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville. Voilà. Alors, c'est ça un peu le jumelage. Voilà, justement, dans ce cas, il y a toujours des avantages, parce que quand deux villes sont jumelées, c'est-à-dire il y a une ville, d'habitude ça se passe comme ça, il y a une ville qui est très forte, et il y a une ville qui est moins forte, mais est quand même importante pour essayer de créer ce jumelage. Voilà. Alors, quand le jumelage est créé, les deux villes essayent de chercher des secteurs où travailler. Par exemple, je veux dire, la ville où moi j'habite et là où je travaille, la ville de Pavia, est jumelée avec la ville de Besançon en France. Et c'est jumelé à partir des écoles, c'est-à-dire les écoles secondaires, les élèves vont en France et les Français viennent en Italie, et à partir de ça, ils ont développé d'autres secteurs. Alors là, il faudrait voir, parce que deux villes jumelées, en principe, ne devraient même pas arriver à ce qui s'est passé actuellement. J'ai vu les journaux, je suis un peu la télé. Ça ne devrait même pas arriver parce que les jumelages naissent vraiment pour consolider des liens qui peuvent être historiques, politiques ou encore d'autres natures. Vous êtes à l'extérieur, je voulais bien avoir le regard de l'extérieur. C'est vrai que les Congolais ici à Kinshasa se posent la question sur le silence assourdissant de la communauté internationale. On n'en parle pas de ces expulsés de Brazzaville. Quand on voit par exemple l'effet Bring Back Our Girl, comment ça se passe? Tout le monde est au courant qu'il y a 220 filles nigérianes qui ont été kidnappées. Mais comment est-ce que vous expliquez ce silence par rapport à ce fait-là? Enfin, moi je crois qu'il y a une chose, c'est-à-dire la démarche devrait normalement partir de Kinshasa, c'est-à-dire du Congo. Parce que on sait très bien que la communauté internationale regarde les pays africains, pas pour les intérêts des pays africains, parce que ça il faut le dire, c'est pour l'intérêt des communautés et des multinationales qui sont en train de travailler dans ces pays-là. Donc la communauté internationale, tant qu'elle n'a pas de pression qui vient directement de certains pays, bouge pas tellement. Moi je dois dire que par exemple en Italie, on parle rarement, je veux dire rarement et très rarement. Ils connaissent d'ailleurs la République démocratique du Congo. En tout cas, malheureusement ils connaissent pas, parce que on a un compatriote qui s'appelle John. Et ce garçon est parti de la ville de Parma jusqu'à Bruxelles à pied pour mobiliser les gens sur le Congo. Je l'ai accueilli chez moi à Pavia, et les gens me demandaient, mais c'est vrai ce qu'il est en train de raconter, parce qu'il parlait de ce qui se passe à l'est du Congo, et en Italie, personne n'en parle. Maintenant, des expulsés. Hier, j'ai parlé avec des confrères journalistes italiens. Ils m'ont dit, ils ne savaient pas, il y avait peut-être un qui avait su, parce qu'il est sur Facebook, parce qu'il est... ami aux Congolais. Voilà, alors il savait. Alors je veux dire qu'il y a quelque chose... il faut d'abord récupérer un peu ce qui est, comment dire, la force d'un pays, parce que malheureusement... Mais vous-même là-bas, la diaspora congolaise, qu'est-ce que vous faites pratiquement pour vendre un peu, entre guillemets, ces expulsions-là? Comment est-ce qu'on ne nous connaît pas? On est quand même un grand pays, la République démocratique du Congo, 50 ans d'indépendance, on a eu des grands musiciens, on a eu de grands savants dans ce pays. Comment ça se passe qu'aujourd'hui, la diaspora ne parvient pas à vendre la RDC? Alors, je veux dire qu'il y a un problème même au niveau de la diaspora, surtout maintenant qu'il y a eu, disons, deux groupes un peu séparés. Il y a ce qu'on appelle les combattants et ceux qui ne sont pas combattants, c'est-à-dire il y a un peu ce conflit, disons, à mettre au point. Mais, disons, parlons de ce qu'on fait. Il y a une certaine mobilisation très forte, surtout en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Je veux dire moins parce qu'il y a moins de Congolais en Italie. Il y en a presque pas. Je veux dire, moi j'habite dans une ville là où il y a 3 familles congolaises. Et on n'est pas nombreux, on n'arrive même pas au nombre de 15 personnes. Donc, il y a très peu de Congolais en Italie. Mais, je veux dire, on essaye, malgré ça, de faire certaines choses. C'est-à-dire, le 30 juin, il y a la grande fête dans différentes villes de l'indépendance. Et dernièrement, grâce au soutien maintenant des associations, c'est-à-dire des ONG, on essaye d'organiser des fêtes pour expliquer aux gens que si aujourd'hui, ils ont la possibilité d'utiliser des ordinateurs, ils ont la possibilité d'utiliser le iPhone, la matière première qui sert pour tous ces trucs-là, ça vient du Congo. C'est-à-dire, on part de ça pour essayer d'expliquer. Et je vais dire, j'en profite pour dire, moi, je suis aussi écrivain, c'est-à-dire, j'essaie d'expliquer aux jeunes Italiens, c'est-à-dire, je m'occupe de la littérature jeunesse,
de 8 à 17 ans. Et j'essaye d'expliquer aux jeunes Italiens un peu le Congo. C'est-à-dire, j'écris des bouquins, j'écris des livres et je vais dans des écoles pour faire des rencontres. Et les gens découvrent. Et je dois dire que ces 5 dernières années, les gens quand même ont commencé à découvrir le Congo. Ouais, parce qu'il y a quand même des associations. Par rapport à la ministre qui avait aussi... Voilà, bon, disons que le fait de la ministre a créé vraiment aussi une curiosité autour de ce pays. Et quand les gens ont découvert le Congo, et surtout on me dit toujours, même avant de venir, on me disait, c'est pas possible ce qu'on a lu sur le Congo, c'est-à-dire le Congo c'est le pays qui pourrait fournir par exemple l'électricité à tout le continent africain, alors qu'on sait et on voit qu'il y a des zones au Congo qui ne sont pas éclairées. Donc j'essaie de leur expliquer certaines choses. C'est difficile à expliquer parce que, je veux dire, voilà, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils me disent non, c'est pas possible que ce soit seulement la faute à. Je dis non, d'habitude les responsabilités sont toujours partagées. On ne veut pas accuser une partie des personnes ou bien accuser les politiques congolais, mais de toute façon, on sait que les responsabilités sont divisées. Disons que la diaspora congolaise essaye de faire quelque chose. C'est assez difficile de travailler dans le désert parce que vraiment on est en train de travailler dans le désert, mais bon, on va y arriver quand même. Voilà, merci vraiment Paul Bakolongo et merci de nous avoir donné cet éclairage-là par rapport à l'extérieur, parce que c'est vrai que la population congolaise ne comprend vraiment pas ces silences-là, mais merci de nous avoir éclairé. Maintenant, nous rentrons chez nous, je suis avec Faye Nico et Gérard Lemba. Je vais vous lire, mesdames et messieurs, les 13 recommandations des députés qui sont allés à Brazzaville par rapport aux expulsés. Il y a eu 13 recommandations, ils sont allés pour s'informer réellement de ce qui s'est passé à Brazzaville. Alors, je vais vous lire vraiment rapidement parce que c'est ça, ouais, presse, il faut que les gens se saisissent de ces 13 recommandations. La première recommandation, améliorer les conditions de transport des expulsés de Brazzaville à Kinshasa et du Beach Ngobila au site d'hébergement. 2. Organiser le départ volontaire des expulsés dans leur famille à Kinshasa ou dans leurs provinces respectives en associant les gouverneurs de province. 3. Organiser la réinsertion des expulsés dans la société congolaise. 4. Saisir par voie diplomatique les instances internationales compétentes, notamment la Cour pénale internationale et la Cour africaine des droits de l'homme, aux fins d'obtenir la condamnation de la République du Congo et l'indemnisation des victimes de l'opération Mbata Yabakolo pour crimes contre l'humanité et violation des droits de l'homme. 5. Encadrer logistiquement et socialement les expulsés dans les sites d'hébergement. 6. Rappeler l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo pour consultation. 7. Renforcer l'application des lois relatives à la police des étrangers. 8. Renforcer le contrôle et la surveillance le long des frontières qui nous séparent de la République du Congo. 9. Mettre en œuvre scrupuleusement le principe de la réciprocité prévu par la Convention liant les deux États sur l'établissement et la circulation des personnes et des biens signée le 13 décembre 1999. Prendre des mesures de gel et de restriction des échanges commerciaux entre les deux États. 11. Expulser les Congolais de Congo-Brazzaville en situation irrégulière dans le respect des droits de l'homme et sans verser dans la xénophobie. 12. Sensibiliser les familles à Kinshasa pour accueillir les expulsés. Et enfin 13. Activer les travaux de la commission technique mixte RDC République du Congo. Voilà les 13 recommandations des députés nationaux qui sont descendus à Brazzaville. Alors, vos toutes premières impressions, Faye Nico Mbikaï, par rapport à ces 13 recommandations? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous avez bien voulu m'accorder ce jour, estimé. Moi, c'est avec effarement et consternation que je vois Kinshasa qui continue à s'enliser, à s'embourber dans des procédures, dans des bureaucraties vaines et stériles. L'air n'est plus aux procédures. Vous savez, madame, lorsque l'ordre public est troublé, il n'y a plus de procédure. Ce que Kinshasa aurait dû faire, primo, commencer par rompre les relations diplomatiques. Et je suis en train de me poser la question, que fait Christophe Muzungu jusqu'à ce jour à Brazzaville? Si moi j'étais l'autorité compétente, la première des choses, j'aurais dû rappeler Muzungu ici. Mais vous savez, c'est peut-être nous plonger un peu dans l'émotion, nous aider nos journalistes, essayons de rester froids. Vous savez qu'il y a toujours des Congolais à Brazzaville qui sont encore, c'est pas tous les Congolais qui sont expulsés. Aujourd'hui, si nous rompons les relations diplomatiques, nous fermons les frontières, et bien nous pénalisons aussi ceux qui sont restés là-bas à Brazzaville. Non, ou au Congo Brazzaville. S'il vous plaît, le principe de rétorsion est reconnu par les textes internationaux. Pourquoi chez nous on ne l'applique pas? Les Congolais ont été expulsés en Angola. Nous avons subi des agressions moult fois de Kigali.
Nous sommes expulsés à Brazzaville. Je n'encourage pas parce que je suis partisan de l'état des droits. Je n'encourage pas que nos compatriotes aillent dans un territoire. Si nous sommes habitués au désordre, nous hébergeons chez nous des gens qui ne sont pas en situation régulière. Je n'aimerais pas qu'un État responsable accepte ou bien fasse comme nous. Mais néanmoins, il y a eu trop de dérapages. Étant donné aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dérapages, il appartient à Kinshasa de prendre aussi ses responsabilités. Je m'en vais vous donner 3 cas de figure. En 2009, le fils de Muammar Kadhafi en Italie avait maltraité sa bonne. Et le fils de Kadhafi avait été arrêté. En termes de mesures de rétorsion, Muammar Kadhafi a dû arrêter 6 diplomates suisses. A dû retourner les 5 000... N'est pas l'exemple. Non, s'il vous plaît. En cette matière, il n'y a pas de... Parce que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Brazzaville n'a respecté aucune procédure. Qu'est-ce que Brazzaville aurait dû faire? Bien sûr, il y a des compatriotes qui sont en situation régulière, il y a une manière de le faire. Mais lorsqu'on verse dans la barbarie, lorsqu'on verse dans les pratiques sales de l'époque médiévale, il appartient à Kinshasa de procéder aussi aux mesures de rétorsion. Et si ça bide, parce que dans le cas d'espèce, je suis en train de me poser la question, que fait tous les conseils qui sont autour de Sissabi Dubo? Et jusque-là, Sissabi ne se prononce pas. Souvenez-vous, en 2009-2008, si j'ai bonne souvenance, il y a eu une Colombienne du nom de Ingrid Betancourt. Elle avait été prise en captivité par le rebelle de FARC en Colombie. Mais lorsqu'elle avait recouvert sa liberté, il y a eu le président français qui a dû se déplacer. C'était une Colombienne qui avait changé la nationalité. Mais dès lors qu'il y a toute une marée humaine, lorsque hier je vois le bus, je suis en train de me poser la question, sommes-nous encore dans le Congo ou bien dans une autre histoire? Gérard Lemba, vos impressions par rapport à ces 13 recommandations, vous trouvez que c'est réaliste? On peut le mettre en pratique, par exemple, si je peux en lire un, par rapport, par exemple, à saisir par voie diplomatique les instances internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo a la capacité, la RDC, de saisir cette cour? Est-ce qu'on a les preuves qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment maltraitance? Parce que les Congolais d'en face nous rétorquent, eh bien, toutes les images que l'on voit là, ce sont des images montées. D'ailleurs, les Congolais qui rentrent inventent tout. On ne les a pas maltraités, on les a chassés selon les normes et tout ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a des preuves palpables pour rester en justice aujourd'hui? Merci Madame Paulette. Avec votre permission, bien sûr, avant de répondre à cette question, je souhaiterais un peu dire à tous nos amis, ou à tous nos confrères journalistes de l'autre côté, vous avez suivi peut-être l'expression de mon confrère à côté, c'est pour dire quoi? Vous voyez l'aisance de la liberté, chose que vous n'avez pas chez vous. Donc c'est pour vous dire que nous avons réussi depuis Mobutu à arracher ce qui est le mieux dans notre métier, c'est la liberté. Aucun journaliste n'est pas avoir ce langage là-bas de l'autre côté. Okay. Donc c'était juste pour faire une parenthèse. Donc il y a un écart que peut-être le fleuve qui nous sépare est trop petit. Donc ayez des égards. Demandez à ceux qui ont vécu avant vous, c'est quoi ces pays ici? C'était le prestige de l'Afrique. Si les Sud-Africains venaient se faire soigner ici, qu'est-ce que nous pouvons dire de Brazzaville? Donc, si vous ne connaissez rien, en tout cas, interrogez l'histoire. Je reviens un peu avec votre question. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les institutions, mais je peux dire que nous avons ce droit-là de saisir. Parce qu'ils ont droit de décider de nous expliquer, mais pas de cette manière-là. S'ils disent que nous procédons par des montages, mais tu sais, c'est chaque jour que je suis au site ici, je parle à mes frères. C'est peut-être l'occasion de dire à tous nos prostituées qui sont là-bas de rentrer chez eux. C'est ici l'occasion de dire à tous nos chèques qui sont là-bas de rentrer chez eux. Il m'est arrivé de traverser d'aller au Congo-Brazzaville. J'ai vu des gens qui disent que non, c'est depuis 70 ans qu'il est à Brazzaville. Donc il ne connaît rien de Kinshasa. Et aujourd'hui décide de rentrer. Vous savez, pour commencer à sur quelle piste? Il ne sait même plus retrouver sa propre famille. Donc tous ces enfants, ils les ont eu là-bas. C'est-à-dire que les historiens disent il y a des gens qui sont venus tard à la civilisation. Il faut les reconnaître, ce qu'ils ont fait là. Cette barbarie-là, ce n'est pas à nous.
Il faut leur dire que... Mais comment de se comporter? C'est vrai, comme l'a dit Faye, nous-mêmes ici, nous sommes incapables d'identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut expulser la des mauvaise Congolais gouvernance, ma soeur, la succession de régimes qui ont succédé chez nous ici, on parle toujours de la mauvaise gouvernance. Conséquence, voilà aujourd'hui. Voilà un pays émergent, la manière dont on peut expulser les pays, un pays émergent. C'est pour dire qu'il y a trop de propagande. J'apprendrai que de l'autre côté, tous les Congolais Brazzavillois qui sont rentrés là-bas, on leur a donné à chacun de 3 000, 4 000 $, nécessaires pour se faire réinsérer dans les universités là-bas. Et avec publicité, pour dire quoi? Pour dire que de l'autre côté, vous voyez comment on vous traite, vous qui êtes chez vous. La mauvaise gouvernance, c'est peut-être l'occasion aussi de le dire. Access Bank, les sénateurs ont découvert un compte parallèle. Tous ces millions-là, on peut s'en servir pour aller aussi secourir nos frères et sœurs qui sont là-bas. Donc, il y a beaucoup d'aspects. S'ils ont procédé ils visent, il y a un objectif politique. J'ai parlé avec tout le monde, on dit que non. Dans les sites, on voit que les sœurs, les mamans, avec les enfants, on s'est dit, mais où sont passés les hommes? Certes, on ne sait pas là, c'est peut-être à la sécurité de s'en occuper, mais nous ne pouvons pas tolérer. Vous parlez un peu des recommandations. C'est bien beau. J'ai parlé avec quelques présidents de groupes parlementaires qui sont là-bas. Le scandale est tel que peut-être aujourd'hui, dans nos téléphones, chacun de nous a des images qu'on ne sait pas les faire balancer. Ne serait-ce que par pudeur. Et quand nous voyons les bérets mauves de gardes républicains de Sassou, on peut me dire que c'est tout le montage. On a de dénuder nos mamans. Ça fait que nous avons des amis qui ont été élevés, ne serait-ce que par la maman qui faisait les commerces entre Kinshasa et Brazzaville. Nos amis, mes propres amis, je n'ai jamais oublié. La manière de... Ce n'est pas de l'émotion, ma soeur. C'est-à-dire qu'ils ont, à l'Est, nous sommes milliers. Nous savons que nos institutions subissent une influence du côté une influence de main noire du côté de Rwanda. Et du côté où nous pensons que nous avons nos frères, ils nous ont traités ici. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui, du jour au lendemain, nous sommes témoins qu'ils s'attendent à une représaille. Mais par rapport pas décidé par rapport aux institutions, ce n'est pas de l'émotion. Nous avons compris à qui ils nous ont affaire. J'ai vu les images, je ne sais pas, non, ça scandalise. Ok. N'essayons pas de... le CESAC nous pointe déjà du doigt, essayons de parler froidement. C'est encore l'occasion. Le CESAC peut aussi écrire à l'instance régulateur de Brazzaville pour leur dire que non, ce que nous entendons là, vous êtes en train de réchauffer les esprits. Le CESAC, ce n'est pas notre tête. Est-ce que les membres de CESAC sont témoins de ce qui se passe dans les beach? Les Congolais se sentent mieux en sécurité dans leur beach. Parce qu'il y a une campagne telle qu'on parle là souvent, l'air général, là, c'est pas qui, il parle, sortez, il y a une deuxième étape. Donc, ils finiront par fermer la frontière, et puis, il faut procéder comme ça. Bon, qui peut nous prouver aujourd'hui qu'on n'a pas jeté les quinois dans le fleuve? Qui peut nous prouver? Vraiment, là, c'est un sujet. Nos députés ont déjà donné leurs recommandations. Espérons que ces recommandations seront mises en pratique pour qu'on essaie quand même de soulager tant soit peu la souffrance de notre population. Voilà, nous prenons maintenant le deuxième thème. Nous allons parler du sport, le web presse et le temps. Voilà, nous allons accueillir encore d'autres confrères. Jean-Ric de la RTGA. Merci Jean-Ric d'avoir accepté de parler avec nous, et mon aîné de la presse. Coco Joël, voilà la Coco Joël Digital Congo. Voilà, le dimanche passé, c'était le match entre le tout-puissant Mazembe et Vita Club, et nous savons comment ça s'est soldé. Par des morts. Alors, il y a même des gens qui se demandent est-ce que la RDC n'est pas poursuivie par un signe indien. Chaque fois qu'il y a un regroupement des Congolais quelque part, c'est une escalade de décès et tout ça. Alors, Jean-Ric, vous qui suivez un peu ce dossier, vous êtes, je crois, chroniqueur sportif à la RTGA, analyste, voilà, analyste sportif à la RTGA, une grande chaîne de notre pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le milieu sportif? Est-ce qu'on ne peut pas jouer calmement? Qu'est-ce qui se passe dans la Lina Foot? Il y a quoi comme problème entre le tout-puissant Mazembe ou entre Vita Club? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que la responsabilité incombe à 100% à la Lina Foot, parce que la Lina Foot n'a pas été en mesure de s'imposer face au club. Si vous vous rappelez bien, au départ, la Lina Foot était gérée par des personnes indépendantes. On a tout fait, les clubs ont tout fait
pour récupérer, pour reprendre le contrôle de la Linafoot. Et aujourd'hui, le comité actuel est dirigé par les délégués des clubs. Les délégués des clubs qui prétendaient peut-être bien gérer la compétition. Et aujourd'hui, regardez là où nous en sommes. C'est vrai que c'est parti de Lubumbashi. C'était un problème banal de retransmission. Vous savez, ici chez nous, nous sommes presque en dehors de l'humanité. En Europe, les télévisions achètent les droits télévisuels pour les championnats. Mais ici chez nous, ce n'est pas les télévisions qui achètent les droits. Ici chez nous, c'est les sponsors Vodacom qui payent les clubs, qui payent la Linafoot et qui payent la Linafoot pour la diffusion des matchs. Et qui choisit lui-même les diffuseurs. Comme Vodacom a choisi Digital Congo et la RTNC pour diffuser les matchs. Mais pour les matchs qui se passent à Kinshasa, il n'y a pas de problème. Mais les matchs qui se passent à l'intérieur, là on ne sait pas la clause. Est-ce que Vodacom paye les segments satellitaires pour qu'on suive tous les matchs qui se passent à l'intérieur du pays? On ne sait pas. Le problème est parti de la non-retransmission du match TP Mazembe vers Club. Et la conséquence c'est quoi? Comme les matchs n'étaient pas retransmis en direct à la télévision, pour le cas du match avec Club Mazembe, tout le monde voulait venir au stade pour suivre ces matchs-là. Et un stade qui a la capacité de 40 000 personnes ou 45 000 personnes a accueilli plus de 70 000. Wow. Est-ce que la Linafoot a pris des dispositions pour limiter les dégâts? Je ne pense pas. Parce que jusqu'à 15 heures, il y a des gens qui forçaient toujours et qui entraient. Et la conséquence, c'est quoi? Les gens se sont entassés comme des sardines. Parce que les matchs n'ont pas été organisés par le club. Ils se sont convenus que c'est la Linafoot qui organise les matchs. Donc, la Linafoot avait l'obligation de prendre toutes les dispositions pour éviter ce qui est arrivé. Oui, Coco Joël, toutes ces par rapport à ces retransmissions-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que Digital et la Attention qui a le droit aujourd'hui de diffuser les matchs de la Linafoot. Oui, les confrères ont tout expliqué. Et c'est ce qui n'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, c'est une ligue nationale. C'est-à-dire que c'est un événement national. Quand c'est national, ça doit être mis à la disposition de toute la nation. C'est-à-dire qu'avant de concevoir, avant de monter cette architecture qu'on appelle la Linafoot, il fallait déjà aussi savoir qu'il y aura un problème de déplacement des clubs. Il y aura un problème de retransmission de matchs. Il fallait d'abord arranger cela avant que la Linafoot puisse exister. Mais on est parti vite en besogne et on a dit que non, c'est une phase expérimentale. Et voilà la phase expérimentale où ça nous conduit. Donc moi j'ai toujours dit avec force qu'il faudrait qu'on nous arrête cette Linafoot. Commencez d'abord par les préalables, avant que la Linafoot ne puisse exister. Les préalables, c'est quoi? C'est justement ces facilités de retransmission. Les préalables, c'est quoi? Ce sont les conditions de sécurité, les infrastructures et tout cela. Et enfin, vous faites cette architecture. Mais par rapport au service de sécurité, Jean-Ry, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup se dit, vraiment derrière les micros, je laisserai aussi la parole à Gérard qui était au stade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a, vous qui êtes des analystes politiques, il paraît qu'il y avait la soldatesque, il y avait, le stade était déjà plein à bourrer des flics, on ne comprend rien. Le tout-puissant Mazembe était venu bien encadré par les militaires. Alors, les gens ont eu peur. On a cassé le quart de retransmission de la RTNC. Le match était déjà sous tension. Déjà. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre la décision? Parce qu'on a des services secrets, on a des gens qui peuvent comprendre des choses en amont. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ce match-là à huis clos? Oui, sans supporters. Non, moi je pense que ça serait vraiment difficile dès lors que le match de Lubumbashi s'est joué avec spectateurs au stade. Et ici à Kinshasa, les gens des clubs ne pouvaient pas accepter ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous le dites, moi je pense qu'il était important que ces dispositifs sécuritaires soient là. Parce qu'au départ, il y a eu déjà des problèmes. On criait que les matchs de dimanche, Club allait à tout prix gagner. Bon, ça, ce que les supporters disaient. C'est de leur droit aussi, une manière de pousser leur équipe. Mais je me dis, à entendre tout ça, c'est tout à fait normal que la police prenne des dispositions. Et il y a eu la réunion technique, il y a eu une réunion sécuritaire, parce qu'avant l'organisation du match, il y a toujours cette réunion technique-là, la police est associée pour prendre des dispositions. Et vu aussi l'engouement de ces matchs-là, c'était tout à fait normal qu'on prenne ces dispositifs-là. Et moi, je me dis, c'est la police qui sécurise les équipes et les spectateurs. C'est tout à fait normal aussi que Mazembe soit escorté. Parce que
Avant le match, il y a eu des jets de pierre. Pendant le match, il y a eu des jets de pierre. Et à la fin Mais du on match, vérifie quand il y a eu même les spectateurs qui sont dans le stade. Il y a fouille quand même, il y a contrôle, Coco Joël. Oui, On tout contrôle à fait. les- Il y a ceux qui ici, viennent Madame Paulette, vous savez, le stade Tata Raphaël. C'était au stade Tata Raphaël? Oui, Ouais, stade un Tata peu Raphaël. dessus par rapport au stade des Martyrs. Donc moi je crois qu'il y avait déjà des signaux forts, qu'il y avait de la tension en l'air. Et lorsqu'il y a ces signaux forts, qu'est-ce que vous faites? Au niveau du comité d'organisation, vous prenez des dispositions. Les premières dispositions, c'est quoi? Comment on peut évacuer ce public? Mais qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, pour un stade de 45 000 personnes, vous ouvrez, vous avez laissé libre cours à que les gens entrent. Il y a même eu des billets parallèles. On se retrouvait avec plus de 90 000 personnes. On nous a dit même que les billets du match Sangaba Lende Club se vendaient au stade. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mot d'ordre. Attention que les gens n'entrent plus. On bloque les portes. Et quand on a bloqué toutes les issues, et qu'il reste 1 minute 37, on n'a même pas encore réouvert ces portes, il y a des gaz lacrymogènes. Qu'est-ce qui se passe? Panique. La panique, c'est quoi? Tout le monde à la porte, à la toute petite porte. Et il y a les dégâts. Voilà le problème. Le problème est tout à fait simple. Il n'y a pas eu des conditions d'organisation adéquates. On a voulu simplement faire, moi je dis, du spectacle, avec une équipe de Mazembe qui vient, 3 jeeps devant, 3 jeeps derrière, C'est ça, etc. Tout et tout. Il y a les Quinois qui ont trouvé que c'était un affront, venir comme ça, escorter comme si c'était l'équipe nationale. Madame Paulette. Il y a eu cet affront-là. Oui, allez-y. Gérard, c'est vrai, est-ce que vous étiez sur le terrain? Est-ce que le tout-puissant Mazembe est devenu comme un conquérant, accompagné d'une escorte militaire? Est-ce que c'est vrai tout ça? Non, il ne faut pas le voir dans ce sens-là. C'est-à-dire que s'il vient en concurrent, avec club également, on dit gouverner, c'est prévoir. L'aîné vient de le dire ici, c'est-à-dire que tout le monde était au courant de cette tension. Je ne sais pas comment, par quel mécanisme nous pouvons épargner la police par rapport à tout ce qui s'est dit. J'ai suivi le président de la société civile du Bas-Congo qui disait le gouvernement doit être civilement responsable de ce qui est arrivé. C'était prévu. Qui n'était pas au courant que les Vite-Club disaient une fois que Mazembe commence le but, on arrête le match. Et ce n'est pas à nous de prendre des dispositions. Nous avons un service de sécurité de deux, puisque vous semblez un peu masquer l'aspect. Le fait que Mazembe vienne avec le garde républicain, ce qu'on appelle généralement les Moura, le message qui cache là, ça veut dire quoi? Le chef de l'État est pour Mazembe et en faveur de Mazembe. Parce que c'est l'unité est réservée rien que pour la protection de l'institution qu'on appelle le président de la République. Mais quand il accompagne une équipe de Lubumbashi, du Katanga, nous savons où est sa préférence, où est son penchant. Et quel est le message que les gens comprennent. Aussi armé comme c'était. Donc, nous disons, je soutiens ce président le président de la société civile du Bas-Congo qui disait les gouvernants doivent être responsables en tout. 15 morts pour un événement qui était presque connu de tout le monde. Quelles sont les dispositions? Vous jetez des gaz partout. Vous savez, il y a des supporters qui étaient perchés dans les poteaux là. Et ils quittaient là-bas pour être écrasés. Vous imaginez, on parle de 15 morts. Bien sûr, là, ce sont les sources officielles. Mais tous, nous savons ce qui se passe. Donc, c'est comme si nous avons tout le monde programmé nos morts. Ça ne se fait pas. On parle de la gouvernance. Nous venons de parler de Brazzaville ici. Voilà encore un cas. Si nous sommes injuriés, humiliés partout, c'est parce qu'ils apprennent dans ces choses. Les gouvernements, l'État avait tous les moyens pour qu'il n'y ait pas de casse. Non, je veux corriger quelque chose. J'étais au stade, je n'ai pas vu les éléments de la garde républicaine sécuriser Mazembe. Mazembe est venu escorté par les jeeps de la police. Quelle police? La police nationale? Oui, la police nationale. Jaric. J'étais au stade, j'ai vu ça. Je n'ai pas vu là où il y a eu les éléments de la garde républicaine. Il faut qu'on dise la vérité. J'ai vu les jeeps de la police, j'ai vu 2 jeeps de la police, une jeep qui était devant, les 2 bus et une autre qui était derrière. Je n'ai pas vu les éléments de la garde. Moi j'ai vu. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. C'est-à-dire que j'ai comme aussi Vecleb a été escorté par la police. Bien sûr, c'est-à-dire que moi je ne parle pas de la police. Quand je dis, c'est pour vous dire que moi également j'étais vu. Donc qui dit la vérité? Je m'excuse. Mais il y a des images. Je m'excuse. Il y a des images parce que les gens de Mazembe sont restés garés là où il y avait les supporters
les supporters de Mazembe, on pouvait voir, il y avait des jeeps de la police là-bas, les images sont là. Le 14 décembre 2008, à Butembo, mort d'homme au cours des matchs de football. Et l'enquête parle de bousculade suite à une intervention des forces de l'ordre. Nous sommes le 14 septembre 2008. Pas d'enquête, rien du tout. Hein? Et en 2014, personne ne se souvient qu'il y a eu mort d'homme. Combien? 13 morts, 54 blessés. Mais qu'est-ce qu'on devait faire pour ce match? Vous savez, Madame Paulette, moi j'ai déjà vécu pire que ça. C'est-à-dire quoi? Moi j'étais arbitre de football, j'étais arbitre. Et j'arbitrais un match, attention, c'était à Boma, vous contre l'équipe de Bilima. J'étais à Matadi. Et j'ai trouvé une tension terrible. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aux joueurs, nous sommes à M. Basile, au commandant Basile, j'ai dit, nous sommes prêts à désamorcer cette tension. Hein? Nous et les joueurs. J'appelais les joueurs. Je dis, ce sont nos gestes qui seront interprétés par le public. Restons calmes, terminons ce match. Et le match s'est terminé, c'est vrai, il y a eu une équipe qui a été battue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les forces de l'ordre ont fait montre de métier. Je ne veux donner de leçons à personne. Mais il avait fallu tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il restait 1 minute 37 secondes. Et là aussi, la responsabilité de l'arbitre est engagée. Mais le projectile dont on parle, il n'y avait pas une seule pierre, Madame Paulette, qu'on ne trompe personne. Ce sont juste ces petits bouteillettes en plastique qu'on a jetées sur le joueur à santé pour le corner. Or, que devait faire l'arbitre? L'arbitre devait tout simplement arriver là où il fallait qu'il joue les corners, dire à santé que non, je ne sens pas qu'il y a danger, viens plutôt jouer. Et s'il avait joué, dans les secondes qui restaient, hein, il mettait fin à la partie. Et que devaient faire les agents de l'ordre? C'est qu'ils ont fait après. C'est-à-dire quoi? Sécuriser l'équipe de Mazembe et sécuriser la septantaine de supporters de Mazembe. Car tous les stades étaient remplis de supporters de 20 clubs. Donc il n'y avait pas danger d'affrontement. Okay. Vous voyez? Donc c'est la panique créée par le jet de gaz lacrymogène sans raison, alors que le comité de sécurité de 20 clubs avait déjà dégagé la petite portion de gens qui jetaient, je ne dis pas des projectiles, comme l'avait dit M. Lambert, mais des jets de pierre. Non, monsieur le ministre, il n'y avait que des bouteilles. J'étais là au stade. Il n'y avait que des bouteilles de plastique. Ah ben, plusieurs versions, en tout cas les yeux, une Bible et 1000 interprétations. Tout le monde était au stade et tout le monde a vu beaucoup de choses. Oui, Faye, vous voulez dire? Moi, je suis arrivé au stade Tata Raphaël à 9h du matin. Okay. Je suis non du stade Tata Raphaël. C'est-à-dire, j'ai suivi l'évolution du début jusqu'à la fin. La première faute incombe à l'organisateur, qui est la Linafoot, incompétente, irresponsable, et par la même occasion, je sollicite sa démission. C'est qui la démission du comité de la Linafoot. Pourquoi? Les clubs aujourd'hui se sont montrés plus forts que l'organisateur. L'estimé venait de le dire. Il faut voir les causes. Ça a commencé à Lubumbashi avec les comportements de Mazembe. C'est là, en vertu du principe de rétorsion, Vecleb en a aussi emboîté le pas. Figurez-vous pour un stade de capacité de 45 000 personnes. Lorsqu'on va au-delà même de ce qui est prévu, c'est une entorse. C'est contre même les normes de la FIFA. La FIFA dit quoi? Pour une structure de 10 000 personnes, vous ne devez vendre que 10 000 billets. Aller au-delà, c'est une entorse. Voilà où nous en sommes. Et la non-retransmission des matchs est aussi l'une des causes. Pourquoi? Parce que ceux-là qui devaient suivre les matchs à la maison ont préféré tous aller au stade. Moi, je recevais des gens qui sortaient du stade au moment où le match s'est joué encore. Fuyaient quoi? L'étouffement. Il y a eu étouffement. Et ce qui a beaucoup tué plus les gens, c'est l'étouffement et les bousculades. Et par la même occasion, parce que nous sommes mal habitués à intenter des procès contre les réseaux de télécommunications, cette fois-ci, que Vodacom intente aussi un procès contre la FECOFA par la Linafoot. Pourquoi? Parce que c'est le Vodacom qui a dû payer les frais de tout cela. Et maintenant, il a subi des préjudices moraux. En droit, lorsqu'il y a préjudice, il doit y avoir aussi réparation. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé pour les retransmissions et la retransmission n'a pas eu lieu. Mais on ne sait pas.
Je ne serais pas totalement d'accord avec vous, oui, frère, oui. sincèrement, parce que ce match, c'était un match de 90 minutes. Le match a connu 93 minutes et 28 secondes. C'est-à-dire on était à 1 minute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame Paulette. Donc pendant tout le match, c'était calme. Pendant tout le match, Je vous le dis, c'était calme, Madame Paulette. J'ai même vu de beaux gestes où un joueur de V-Club qui tombe, il est relevé par un joueur de Mazembe. J'ai vu Lukong à la mi-temps s'embrasser avec Kidiaba. Donc c'était simple. Mais il y a eu une frustration dans un coin. Et cette frustration, Madame Paulette, je le dis la main sur le cœur. Cette frustration a été maîtrisée par le comité d'encadrement de V-Club. Ils étaient en choisible vert et noir. Ils ont repoussé ces gens pour permettre à Santé de jouer et puis le match allait prendre fin. La preuve encore, une autre preuve. Une autre preuve, je chute par là. Les supporters de Mazembe ont fêté leur sacre sur le terrain. Il n'y avait aucun problème. Et pourtant, la moitié du stade était encore là. Dans les tribunes, nous étions là. Et j'ai vu les supporters de V-Club applaudir Mazembe. S'il vous plaît. Je conclue en disant que c'est vrai. Tout le monde a sa part de responsabilité. La Ligue à foot, les agents de l'ordre et pourquoi pas. Oui, oui, moi je pense que au niveau de la Ligue à foot, on doit prendre au sérieux l'organisation des matchs et la Ligue à foot doit arriver à s'imposer face au club. Ici, la FECOFA a délégué les pleins pouvoirs à la Ligue à foot pour organiser les championnats. Je pense que si ces gens ne sont pas compétents, il revient à la FECOFA ou au club, parce que ce sont les clubs qui désignent les dirigeants de la Ligue à foot. Il revient au club de changer l'actuel comité. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas vraiment normal. C'est dommage, mais il faut aussi que Vodacom explique à la population comment ils procèdent pour la retransmission des matchs. Parce que ça, c'est un autre problème très sérieux qui peut encore porter des préjudices à la saison prochaine. Voilà, Madame Paul, j'ai fait une recommandation. Il n'appartient pas à Vodacom. C'est le temps, c'est le temps. C'est l'aliment Madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Paulette. Vous m'abattez en l'air. C'est le temps, c'est le temps. Madame Paulette, juste Vraiment. un dernier mot. Je voudrais chuter sur ce que M. Lambert Menda dit. Nous avons demandé au ministère des Sports, à la Fédération congolaise de football association et à la Ligue nationale des termes de référence bien précis pour civiliser le jeu. En d'autres termes, nous devons convoquer une table ronde du football congolais. Les états généraux du football congolais. Refaire toute la lecture de l'organisation du football congolais. C'est une perte de temps estimée. Merci beaucoup. Être sanctionné. Merci beaucoup. Pourquoi les clubs congolais ne peuvent pas se Voilà. Ah oui, autour de cette table ronde, on aura à faire ça. C'est d'ailleurs Autour un de ces problème. états La généraux. Juventus de Turin a été reléguée. S'il vous plaît. Mais Donc, est-ce qu'il y a des textes la part de responsabilité des supporters de tout puissant Mazembe de Vita Club n'est pas du tout ici. Non, je crois que même le gouvernement l'a dit. Hein, Les supporters n'ont rien à voir. les supporters ont aussi une part de Une part de responsabilité. Les dirigeants Les aussi. dirigeants Pas aussi. du tout. Et c'est Voilà. pour cela le match du Les dirigeants match aussi. il y a le huis clos pour le pourtour. Ok. Pas d'accès. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment ça la télé. Désolé, on aurait pu passer même 3 heures, mais c'est le temps, la télé, c'est le temps. Voilà. Merci vraiment à tous mes confrères qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui pour débattre de ce sujet. Vraiment, quand il y a mort d'homme, quand il y a maltraitance, ça fait toujours mal. Il y a toujours. Comprenez un peu aussi leur passion, leur émotion. Ce sont des êtres humains avant d'être des journalistes. Donc, il faut comprendre aussi. Et voilà, donc nous sommes à la fin. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à toute l'équipe technique et merci à celui qui nous vient d'Italie pour vous dire que la RDC, on nous suit partout. Merci à Gabriel Chabani, la web presse et Congo Web est suivi partout. Voilà, coup de chapeau. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, le mercredi prochain. Au revoir.